que vous aurez quand même connaissance de ces chiffres depuis le 11 mai jusqu'au lundi dernier, le 18, en une semaine? Qu'en est-il concrètement des chiffres au Togo? Moi, je vous dis tout simplement que ces chiffres affolent les compteurs. Nous sommes avec le docteur Pana Asimawe Paul, comme l'avons donc souligné. Il est sur le plateau. Docteur, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, M. Adadé. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. C'est un plaisir partagé. Permettez-moi de vous tutoyer un peu. Il n'y a pas de souci. Médecin de santé publique, qu'est-ce qu'on peut attendre par cette spécialité-là? Bien, la santé publique, c'est en un mot l'approche de la résolution des problèmes de santé dans la communauté. Voilà comment on peut définir la santé publique. L'approche de la résolution des problèmes de santé dans la communauté. Donc, c'est une science qui permet d'élaborer des stratégies, des politiques et de disposer des moyens pour pouvoir permettre à tout le monde de se porter bien. Bien, et la santé publique regroupe plusieurs spécialités. Vous avez, par exemple, si nous prenons le cas actuel des épidémies, donc la santé publique permet de pouvoir organiser les ripostes contre les épidémies, les maladies, etc. La santé publique permet également de prévoir ce qui peut se passer en matière de santé dans une communauté à travers ce qu'on appelle les plans et leur mise en œuvre. La santé publique permet aussi de pouvoir discuter et de donner l'information sanitaire sur les maladies, mais sur la santé en général dans une communauté et dans le monde entier. Elle permet également de projeter justement les flux de financement et de rassembler ces financements-là pour faire face aux problèmes de santé qui se posent au sein d'une communauté. Alors, venons-en à cette riposte-là. Est-ce que, en tant que, je continue pas à vous tutoyer, en tant que personnel soignant, avez-vous l'impression d'avoir les mêmes stress qu'au début du premier cas de Covid-19 au Togo, malgré les chiffres? Est-ce que vous avez pratiquement les mêmes stress ou bien, bon, on est déjà habitué ou c'est pas trop? Bien, oui, bien sûr. Je vais dire quelque chose comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. Quand vous êtes un agent de santé, vous ne devez pas céder à la panique. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes à votre poste de soins, vous recevez des parents, une maman qui vient avec un enfant dont les yeux sont retournés dans le globe oculaire parce que l'enfant fait des crises convulsives, par exemple du palu. Si vous, agent de santé, vous êtes paniqué, vous êtes apeuré, vous ne pouvez pas trouver votre sérénité pour pouvoir prendre correctement en charge cet enfant que les parents vous amènent. Donc vous devez avoir votre calme, vous devez avoir votre sérénité et suivre le protocole de prise en charge correcte de cet enfant-là. Par ricochet, eh bien, lors des épidémies, il est tout à fait normal que les agents de santé soient préoccupés, mais pas paniqués. La population peut être paniquée, mais nous agents de santé, nous, les acteurs de la société en matière de santé, devons rassurer la communauté, devons partager les informations idoines pour rassurer cette population-là et surtout s'activer pour pouvoir trouver des réponses à cette épidémie. Donc, par votre voix, on sent automatiquement que le personnel soignant aujourd'hui, en tout cas, est très rassurant, est très rassuré dans son travail. Alors, il y a des thèmes qui reviennent dans cette riposte, ou bien dans le cas, cette situation de pandémie. On parle de personnes asymptomatiques, on parle de personnes à risque. Il y a ces termes-là qui reviennent à chaque fois. Il y a des personnes, on parle de cas contaminés. Alors, quelle différence alors entre ces termes-là, des personnes asymptomatiques, des personnes à risque, des personnes, en tout cas déclarées confirmées? Bien, merci beaucoup pour cette question très importante. D'abord, il faut comprendre par cas confirmé, une personne ou un individu
chez lesquels on a procédé à un examen de la recherche en l'espèce du coronavirus et qu'on a retrouvé ce virus-là au niveau de son organisme, notamment par le prélèvement au niveau de la narine et au niveau de l'oropharynx. Donc, à partir du moment où on trouve le virus, on dit que la personne est positive. On peut aussi faire l'examen à partir du sang. C'est ce que nous appelons la sérologie. Et on trouve que la personne aussi est contaminée, donc elle a développé des anticorps qui montrent que la personne a été au contact du virus. Voilà les deux procédés que nous utilisons pour dire qu'il y a un cas confirmé du coronavirus, oui ou non. À partir du moment où on a un cas qui est confirmé, et comme on sait que les contacts interhumains permettent la transmission du virus, on commence à chercher ce que nous appelons les cas contacts. C'est-à-dire que j'ai le virus en moi, surtout lorsque il est au niveau de l'oropharynx, et bien donc je suis contaminant. Je peux contaminer les gens par les gestes dont on a parlé depuis, et donc par les toux, par aussi l'éternuement, etc. Alors, il est question de pouvoir aller autour de cet individu, de cette personne qui malheureusement a été diagnostiquée positive, pour voir combien de personnes avec qui cette personne a interéchangé. Ces personnes qui ont interéchangé avec le cas qui est déclaré positif sont appelées des cas contacts. Maintenant, parmi les personnes qui sont positives ou parmi les personnes qui sont dites des cas contacts, eh bien, il y en a qui peuvent développer la maladie, il y en a qui peuvent ne pas développer la maladie. Ceux qui développent la maladie deviennent des personnes symptomatiques. Ils ont la fièvre, ils ont la toux, ils ont les maux de tête, etc. Et ces personnes-là sont prises en charge au niveau du milieu hospitalier pour être soignées. Mais il y en a aussi, malgré qu'ils ont le virus en eux, ils ne présentent aucun signe. Mais ils sont contagieux. Et c'est ces personnes-là qui sont les plus dangereuses. Parce que c'est comme toi et moi ici. Si on ne nous a pas fait l'examen, on ne saura pas qu'on a le virus en nous. Et on va continuer à le disséminer. C'est pour ça que les mesures barrières sont importantes. Ben non. C'est ça donc, une personne asymptomatique, c'est-à-dire une personne qui a la maladie, mais qui ne présente pas des signes. Dans les personnes à risque, par exemple. Les personnes à risque, qu'est-ce qu'on entend personnes à risque? Vous et moi, nous sommes des personnes à risque parce que la maladie existe dans notre milieu de vie. Vous voyez, on a trouvé des cas à Lomé. Donc, la population de Lomé devient une population à risque par rapport à une population, par exemple, d'une ville. Pour le moment, on a trouvé beaucoup de cas à l'intérieur. Donc, de certaines villes qui ne sont pas où on n'a pas encore trouvé des cas, on peut considérer que là où on a trouvé des cas, la population est à risque. Là où il n'y a pas de cas, elle n'est pas à risque pour le moment. Très bien, docteur. On en vient maintenant à la situation actuelle du Togo. Quand on prend un espace d'une semaine, je rappelle que le lundi 11 mai, le chiffre sur le site du gouvernement, c'était 181 cas confirmés. Et le cas actif, c'est 81 personnes, cas actifs. Maintenant, quand on prend aujourd'hui, ça dit en une semaine, ça dit hier, lundi 18 mai, on est à 330 cas actifs. De 81, on est à 212, plus de 100 et quelques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette courbe ascendante malgré toutes les dispositions, malgré les mesures, malgré l'interdiction interurbaine, malgré toutes les dispositions? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en une semaine? Oui, je voudrais repréciser, on a effectivement 330 cas hier, 330 cas confirmés, avec 106 cas guéris.
212 cas actifs et, 12 et malheureusement 12 décès. Un de plus. Voilà. Comment on peut expliquer cette montée-là? Eh bien, il faut d'abord situer le contexte. Dans un premier temps, vous avez vu qu'avant une semaine et demie, 2 semaines, les cas semblaient être moindres. Oui. Même il y a des jours où on n'avait pas de nouveaux cas. Mais il s'est fait que certains pays limitrophes du Togo, de notre pays, ont levé un peu les mesures de barrières, enfin pas de barrières, mais de confinement, de restrictions, de déplacement, etc. Et donc, ils ont allégé les mesures. Et ce qui a fait que les Togolais, nos compatriotes qui étaient dans ces pays-là, ont profité pour pouvoir revenir chez nous. Malgré la fermeture des frontières? Absolument. C'est ça le cas de Diarpanga, par exemple, où on a eu près de 200-300 personnes qui sont rentrées parce que notre pays voisin avait levé quelque peu les mesures de contribution. Oui, mais est-ce qu'ils sont rentrés illégalement ou c'est en accord avec le gouvernement togolais? Non, mais vous savez que quand on dit les frontières sont fermées en Afrique, ça c'est, bon, on peut dire c'est théorique peut-être, c'est fermé au niveau des entrées officielles. Mais vous trouvez qu'il y a plusieurs sentiers, plusieurs routes que les gens, même quand vous quittez ici pour aller à Tchévier, la voie principale, c'est passant par Antéticopé et tout ça là. Oui. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs sentiers. Il suffit de monter sur une moto, là, tout de suite vous vous retrouvez en Otière. Donc, malgré cette fermeture des frontières, nos frontières en Afrique, il faut le reconnaître, sont poreuses. Donc, il y a plusieurs voies par lesquelles les gens passent pour rentrer. C'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, les gens qui étaient rentrés par ces voies-là, heureusement que notre système de surveillance est efficace, on les a tout de suite détectés. Et on est allé rapidement avec les institutions du chef de l'État. On est allé le même jour faire l'examen dans cette population-là. Et malheureusement, on a vu qu'il y avait des cas positifs de coronavirus. Voilà donc. Or, ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés, il y en a qui sont partis vers Kara, il y en a qui sont partis vers Mango, il y en a qui sont partis vers Dapon, il y en a qui sont venus vers Atakwame, etc. Donc, du coup, les gens ont amené le virus vers ces localités qui, jusque-là, étaient indemnes de l'épidémie. C'est ça. Je rappelle que ce n'est pas le virus qui se déplace, mais c'est nous, les hommes, qui déplaçons le virus. Voilà comment on s'est retrouvé avec des cas augmentés ces derniers jours. Est-ce que vous avez pu quand même retracer, vous avez parlé des cas contacts, vous avez pu retracer quand même les traces de ces personnes-là qui sont rentrées au pays, qui quand même, vous avez dit, sont rentrés un peu partout dans la ville. On va voir tout à l'heure le diagramme. Au total, sur le site toujours du gouvernement, il y a 29 villes déjà touchées, alors qu'il y a l'interdiction vous avez dit il y a des frontières poreuses, mais il y a l'interdiction de la circulation interurbaine. Mais il y a déjà 29 villes déjà touchées selon le site du gouvernement. Mais est-ce que vous avez pu quand même les retracer jusqu'alors? Ou il y a encore des... voilà, ceux qui sont revenus, ils sont toujours dans la nature, vous n'arrivez pas à les retrouver? Non, je pense que le système de surveillance et le système sanitaire et aidé des forces de sécurité que nous saluons ici permettent de pouvoir faire le maximum de trouver les contacts autour d'un cas positif. C'est le cas que ce soit à Lomé, que ce soit dans les villes de l'intérieur, et spécifiquement pour ces cas qui sont rentrés d'un pays voisin, eh bien, les efforts ont été faits pour détecter tous les contacts. Mais figurez-vous qu'il serait difficile à un certain niveau de pouvoir se rappeler, peut-être il y a 10 jours ou 15 jours, que la personne avait contacté X qui avait contacté Y. Voyez? Mais le maximum d'informations et le maximum de détection des cas contacts est fait pour qu'on puisse vraiment cerner cette population-là et la suivre. Alors, si ça n'est ainsi, il y a combien de personnes aujourd'hui en quarantaine, mises en quarantaine, que vous suivez en fait?
mise en quarantaine, je ne saurais vous donner le chiffre exactement actuellement parce que hier, les surveillances continuaient. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête. Je ne peux pas vous communiquer un chiffre sur les contacts actuellement. Alors, la prise en charge, ça se fait, en tout cas ici à Lomé, on le sait. Mais au total, vous en avez combien? Vous disposez de combien de centres aujourd'hui sur l'ensemble du territoire togolais pour la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19? Actuellement, à Lomé, comme vous le savez, le centre principal de prise en charge, c'est le CHR Lomé Commune, qui est au niveau de Djiranawe. Mais le gouvernement a pris les dispositions et a décentralisé la prise en charge et la mise en surveillance des cas au niveau de chaque préfecture et au niveau de chaque chef-lieu de région. Donc aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir suivre et d'isoler les personnes positives et de prendre en charge les malades aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur des pays, notamment au niveau des CHR et au niveau des hôpitaux de préfecture. On en vient maintenant au traitement de ces patients-là. Qu'en est-il concrètement? Ou bien parlez-nous un peu de ce protocole national de traitement. Comment ça se fait? Ou bien c'est au cas par cas? Non, je crois que le Togo a souscrit au protocole de traitement qui utilise deux molécules, comme dans beaucoup d'autres pays, à savoir la chloroquine et l'azithromycine. Mais il faut dire aussi que ce qui est très important dans la prise en charge ou le traitement des cas sévères ou des cas graves, c'est la prise en charge rapide et efficiente de ce que nous appelons les comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies que les personnes avaient avant de pouvoir attraper le coronavirus et de présenter des signes, à savoir l'hypertension, le diabète, les maladies pulmonaires, la drépanocytose, etc., etc. Ce sont des maladies qui fragilisent déjà l'organisme de l'individu lorsque la personne attrape le coronavirus. Et donc la prise en charge de ces malades-là consiste aussi à rapidement et efficacement prendre en charge ces maladies qui existaient déjà sur le patient qui est atteint de coronavirus. On a également, avec l'évolution de la science, constaté que les malades mouraient surtout à cause de ce qu'on appelle des petites embolies, c'est-à-dire le sang qui se coagulait dans les petits vaisseaux et donc qui obstruait et qui donc amenait à des détresses respiratoires entraînant la mort. Et depuis quelque temps sur le monde entier, eh bien, cette prise en charge aussi tient compte de ce phénomène-là et c'est ce qui a montré que le nombre de décès diminue d'une façon drastique. Voilà. Alors, qu'en est-il alors avec les recherches? Parce qu'entre-temps, on a annoncé qu'il y a au niveau de l'université, je vais parler des chercheurs universitaires. Qu'en est-il concrètement? Où en sont ces recherches-là? Bien, l'université de Lomé comme l'université de Kara chez nous sont à pied d'œuvre pour d'abord les recherches sur certaines molécules. Mais pour le moment, on n'a pas abouti à une conclusion sur l'utilisation des plantes comme des remèdes ou sur d'autres molécules. Donc, ils sont en train de faire des recherches. Nous espérons que d'ici peu, on aura des conclusions très satisfaisantes et que le Togo aussi va se positionner dans cette recherche. Occasion de vous poser cette question parce qu'il y a eu des documents circulés sur les réseaux sociaux comme venant des chercheurs, surtout des praticiens tradithérapeutes associés donc à ces chercheurs-là au niveau des deux universités publiques du Togo. Donc il y a eu ces documents où on a quand même conseillé à toute personne, bien sûr, de prendre quelques produits et bien d'autres pour quand même renforcer son système immunitaire. Ouais. Voilà. Est-ce que ça vient effectivement de ces praticiens tradithérapeutes? Mais oui, monsieur Adadé, si vous avez vu cette liste qui a été proposée par les tradithérapeutes du Togo, ce sont nos aliments habituels. Oui. Ce n'est pas des spécificités liées à une maladie quelconque. Cette liste-là, ce sont des produits que nous avons l'habitude de consommer journalièrement dans nos foyers.
dans nos ménages. Donc, ce sont des propositions et moi, je me réjouis que la plus grande partie de la population togolaise consomme déjà ces aliments qui ont été proposés et qui boostent le système immunitaire selon leurs recherches. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Pana Paul. Il est aussi médecin de santé publique, mais il est aussi représentant de l'OMS et surtout dans ce cadre, on va suivre... Bon, d'accord, ancien représentant de l'OMS. Mais dans ce cadre précis, on va suivre un élément, docteur, si vous permettez, et on revient pour une petite question. Victor. Il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques malagasy. Nous sommes là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid organique? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de... C'est une guerre, mais une guerre qui... ce n'est pas la force militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie. Il ne faut pas en fait... Voilà donc le président malgache Rajolina a reçu, que ce soit RFI et France 24, Covid organisme. C'est quoi concrètement le problème aujourd'hui? Est-ce que le Togo pourrait quand même tenter de faire appel un jour à ce produit-là dans le traitement de Covid-19 au Togo? Bien, M. Adade, je crois que nous tous, nous avons suivi ce débat qui déchaîne la chronique, qui fait beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre. Il faut considérer deux éléments dans ce débat. Il y a l'élément politique et l'élément scientifique. Je ne serai pas très à mesure de me prononcer ou de commenter les positions politiques et stratégiques, étant entendu que je suis sur ce plateau en tant que technicien. Oui, effectivement. Donc, si je considère le côté scientifique et technique, je pense que le président malgache l'a dit, il s'agit d'un remède qui a été produit à Madagascar et qui, selon le dire, des observations, ils ont observé qu'il y avait quand même des résultats satisfaisants. Mais dans le cadre de l'utilisation dans une communauté un peu plus large, à grande échelle, oui, il est tout à fait logique que lorsque une substance ou un remède ou un médicament est proposé dans ce sens-là, il y a un processus de ce que nous appelons la validation qui doit se faire. Et à partir du moment où le produit ou le remède ou le médicament rentre dans ce circuit-là, ces étapes-là doivent être respectées afin que maintenant on puisse dire oui, effectivement, nous avons les preuves scientifiques de l'effet. Donc, pour le moment, cette validation à travers ce processus n'est pas encore tout à fait bouclée. Et je pense que c'est autour de ça. Donc, c'est en cours? Je vous coupe pas. C'est en cours? Mais c'est ce que je crois, puisque le président, dans son intervention avec la fois dernière avec RFI et puis France 24, avait dit qu'ils vont essayer de pouvoir le faire, c'est à partir des observations. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'essais cliniques. Ils vont faire des observations cliniques. Oui. L'observation clinique, il a également dit dans cette interview, elle est déjà faite. Maintenant, parce qu'il y a le confrère qui a posé la question, à quand donc l'essai clinique? Il a dit c'est en cours aussi. Voilà. Donc, il faut attendre d'avoir l'essai clinique avant? Je crois, parce que... Alors, maintenant, comme vous l'avez dit, il y a des pays qui ont eu... Voilà.
quelques doses d'essai. J'espère que ces pays vont pouvoir également rentrer dans le processus de validation ou de pouvoir infirmer les vertus de ce remède-là. On revient au Togo, mais on rappelle aussi qu'à Madagascar, il y a plus de 300 cas contaminés, mais jusque-là, c'est seulement le samedi dernier qu'il y a eu un mort. Donc, disons que, bon, on ne va pas trop parler, puisque vous avez dit qu'il y a aussi l'aspect politique. Mais ici, revenons au Togo, avant le traitement, on a appris que vous faites signer, si je fais, c'est-à-dire le personnel soignant, bien sûr, vous faites signer un carnet au patient avant le traitement. Est-ce vérifié ou non? Et si ça s'avère, alors le carnet, ça sert à quoi concrètement? Ah, ça, vous m'apprenez quelque chose. Je ne suis pas en crainte de cette situation. Ce que je sais, par le traitement, ça je l'apprends avec vous tout à l'heure, mais je ne suis pas au courant de ça. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on faisait une enquête pilote pour savoir quelle est l'étendue de l'infection au sein de la communauté de Grand Lomé, eh bien, il y a une fiche qu'on a fait signer, ce qu'on appelle les fiches de consentement, et ça c'est systématique lorsqu'il s'agit d'une enquête, qu'on fait signer à celui qui entre dans l'enquête pour dire qu'il est d'accord, il est consentant, pour qu'on puisse lui faire le prélèvement, qu'on puisse faire analyser et lui donner le résultat. Donc c'est ce qui a fait. Ce n'est pas un carnet, c'est une fiche. Bon, c'est ce qu'on a appris, c'est pourquoi je le dis tout de suite sur le plateau. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'est le traitement. Pour ça, je ne suis pas au courant. Mais pour ce qui concerne l'enquête, oui, il y a une fiche de consentement qu'on a fait, et c'est dans toutes les enquêtes, c'est important, c'est pour le respect éthique de l'enquête. Mais pour le traitement au niveau du SACHER commune, je ne pense pas. D'accord. Maintenant, pour la fiche, pour le sujet, est-ce que le sujet a-t-il le choix de dire non? Puisque bien sûr, quand on dit consentement, c'est un consentement éclairé. C'est-à-dire, avant que vous ne rentrez dans le processus de l'enquête, on vous dit pourquoi l'enquête, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment ça se fait. Et sur ces informations éclairées, vous pouvez dire oui, je participe, non, je ne participe pas. Très bien. Maintenant, y a-t-il des effets secondaires? Parce qu'il y a des traitements, vous avez parlé du protocole de traitement national aujourd'hui. Y a-t-il des effets secondaires après le traitement sur le patient? Y a-t-il des effets secondaires sur lui? Comment? Oui, mais M. Adadé, n'importe quel médicament, même vous avez entendu parler probablement dans chaque jour le paracétamol que tout le monde utilise à longueur de journée pour les petits bobos de maux de tête, etc. Il n'est pas que avantageux. Il a des effets secondaires, notamment sur le foie. Donc tout médicament a des effets positifs, mais également des petits effets secondaires. Mais généralement, on considère le côté le plus positif. Et c'est pour ça qu'on utilise les médicaments. Donc c'est normal qu'on puisse avoir quelques effets secondaires dans l'utilisation de toute substance dans la lutte contre une maladie en général et le coronavirus en particulier. Il y a un téléspectateur qui a quand même envoyé un message, comme je le dis, 93 49 45 45. Vous pouvez quand même poser vos questions, mais pas d'appel dans cette émission. Le téléspectateur demande, est-ce que tous les cas positifs sont pris en charge au CHR de commune de Lomé, au CHR de Lomé, il faut le dire? Est-ce que tous les cas positifs à Lomé sont pris en charge uniquement au CHR commune de Lomé? Oui, au CHR de Kégué sont pris en charge les cas graves et les cas sévères. Maintenant, ce n'est pas tous les cas positifs qui vont donc là-bas. Les cas positifs qui ne sont pas des cas sévères ou graves sont confinés, c'est-à-dire sont mis en isolement dans 2 hôtels dans la ville de Kara, de Lomé, à l'intérieur du pays aussi, à Kara, Bafilo, partout où on a eu des cas. Donc, puisque ces malades ou ces cas positifs ne présentent pas des signes comme on l'a dit, mais ils sont contagieux, on les isole pour qu'ils ne puissent pas transmettre à leurs proches la maladie, le virus. Mais ceux qui développent des cas graves, automatiquement, on les envoie dans
les centres de prise en charge, notamment à Kégué. Alors, ceux qui sont à l'hôtel, vous les suivez sur le plan médical? Bien sûr. Vous les rendez visite? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a une équipe médicale qui est là-bas, qui les suit chaque jour et qui prend les paramètres, qui surveille pour voir s'ils présentent des signes. Et dès que quelqu'un arrive à présenter des signes, hop, on les prend et on les met au CHR de Kégué pour la prise en charge. Vraiment, comment ça se passe? 93 49 45 45 pour envoyer des messages, pas d'appel, des messages pour peut-être participer à cette émission, poser toutes vos questions. Alors, on sait, entre griffes, que cette maladie semble être peut-être une maladie de honte. Quand on dit Covid-19, peut-être que vous vous cachez. C'est-à-dire quand vous êtes atteint, peut-être vous avez honte de déclarer cette maladie-là. Comment arrivez-vous à rassurer les cas positifs, c'est-à-dire dans leur prise en charge au CHR, par exemple? Merci, M. Adade. Je pense et j'en appelle à la sagesse et puis à la solidarité de toute la population. La maladie Covid-19 ne doit pas être une maladie honteuse. Bien au contraire. Elle devrait être une maladie de solidarité. C'est-à-dire, lorsque on a un parent qui est malheureusement diagnostiqué positif, on doit lui donner un soutien psychologique, un soutien moral, un soutien social. Ce n'est pas l'occasion de le stigmatiser pour lui dire « Ah, la maison là, il y a un cas positif là-bas. » Non. Il y a une période où la personne est contagieuse et après cette période, elle ne l'est plus. Donc, ce n'est pas aussi une maladie qu'on a toute la vie. Donc, il n'y a pas de raison de fuir quelqu'un qui a été diagnostiqué positif au coronavirus. Alors, pour cela, nous demandons à ce que les parents, les proches qui ont des cas positifs, plutôt le soutiennent. Mais en pratiquant, en mettant en œuvre les mesures barrières pour ne pas être contaminés par leurs parents qui ont été diagnostiqués positifs. Qui est déclaré guéri? Parce qu'on voit les cas guéris. Mais qui est déclaré concrètement guéri de Covid-19? Sur quelle base? Voilà. Lorsque quelqu'un est déclaré positif au coronavirus et qui est sous traitement, on fait des examens biologiques, notamment la prise de sang, notamment dans la gorge et dans le nez. Les deux, comme je l'avais dit il y a quelques instants, on contrôle après 14 jours, après 15 jours, 16 jours, on contrôle et lorsqu'il n'a plus de virus, il n'est plus contaminé et on va dans le sang, on trouve que ce que le virus sécrétait dans le sang n'existe plus. Donc, en ce moment, on dit que la personne est guérie. On répète encore une deuxième fois le test pour s'assurer que la personne est effectivement totalement guérie. Ce n'est qu'après ce deuxième test qu'on déclare la personne définitivement guérie. Combien de temps entre le premier test et le second test? On fait le premier test pour voir si vous êtes positif ou non. Et 2-3 jours après, on vous fait le deuxième. 2-3 jours. Voilà. Est-ce que c'est assez suffisant pour vous? Naturellement, c'est suffisant. Alors, est-ce qu'il y a risque de recontamination d'une personne qui est déjà déclarée guérie? Est-ce que cette personne est encore à risque? Pour le moment, on n'a pas encore décrit les cas de recontamination chez une personne qui a été atteinte de coronavirus. Mais comme vous le savez, c'est une nouvelle maladie qui ne montre pas toutes ses facettes, mais la recherche, et c'est pour ça que lorsque une personne est déclarée guérie du coronavirus et qu'on la libère, on conseille à la personne de continuer à pratiquer les mesures barrières, bien que la personne soit guérie. Nous espérons que la recherche qui est continue pourra toujours montrer que les personnes ne se réinfectent pas, ne peuvent plus capter la maladie après avoir été guéries. Mais on ne peut pas donner une certitude pour le moment, puisque c'est une maladie qu'on est en train de chercher à connaître mieux. Une
personne qui est guérie, peut-être elle est laissée pour rentrer chez elle à la maison. Maintenant, quel suivi après? Est-ce qu'il y a un autre suivi pour ces cas guéris-là? Est-ce que vous les suivez après? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a encore d'autres peut-être traitements? Comment ça se fait? Y a-t-il un suivi de la part de ces personnes guéries-là? Naturellement. Lorsque la personne est guérie et on lui dit de rentrer, elle rentre chez elle, on lui donne d'abord tous les conseils nécessaires et on lui demande, comme je l'avais dit précédemment, de continuer les mesures barrières. Et lorsque la personne rentre chez elle, on la suit et on lui demande de pouvoir contacter rapidement les personnels de santé au cas où ils sentaient encore un signe quelconque. Revenons donc maintenant à la phase de sensibilisation. Parlez-nous un peu des modes de transmission et autres de Covid-19. On revient sur cette phase-là, c'est très important. Bon, on ne cesse de le répéter parce que la répétition est l'art de l'enseignement. Et dans le cadre de la sensibilisation, la répétition est très capitale. Pour comprendre les mesures de prévention pour ne pas attraper le coronavirus, la première des choses, c'est de comprendre les modes de transmission. Oui. La plus répandue et la plus importante, c'est la voie de transmission par voie respiratoire. Lorsque quelqu'un est malade du coronavirus et que la personne tousse, elle projette des petits flux de liquide dans ce que la personne rejette lors de la toux ou lors de l'éternuement. Et c'est ces gouttelettes-là qui sont fines que la personne saine qui respire maintenant attrape le coronavirus. Le deuxième mode de transmission, c'est par contact. Lorsque la personne qui a la maladie tousse, peut-être qu'elle souille sa main, elle n'a pas toussé dans le creux, etc. Donc, elle a le virus dans ses mains, elle a le virus sur ses habits, etc. Eh bien, lorsque vous touchez ces objets-là, et que vous apportez votre main qui est souillée au niveau de votre bouche, de vos narines ou de vos yeux, le virus rentre par là et vous êtes ainsi infecté. C'est pour cela qu'on demande de laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, parce que le virus est très très sensible et lorsque vous lavez les mains régulièrement, il est détruit. On demande, lorsque vous avez envie de tousser, eh bien il faut tousser dans votre coude. Il faut tousser dans votre coude ou bien utiliser un mouchoir, ok, pour pouvoir tousser dedans et jeter ça. Surtout un mouchoir à usage unique, lotus, etc. là. Troisième chose, on demande de porter les masques ou les bavettes. Pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous toussez ou vous éternuez, vous projetez. Ou bien vous respirez si quelqu'un est en face de vous et il tousse ou il éternue. Donc en portant le masque, d'abord vous permettez que celui qui a peut-être le virus, il ne le transmet pas. Et vous qui portez le masque, vous ne respirez pas même si la personne tousse. Voilà l'avantage de porter le masque. Quatrième chose, c'est que à partir du moment où la personne qui tousse ou bien éternue, si elle est proche de vous, elle risque d'avoir une intensité énorme de particules, de gouttelettes que vous allez respirer. Mais les expériences ont montré que étant à 1 mètre ou plus, voire 2 mètres, eh bien, vous avez la chance de ne pas, même si la personne tousse, eh bien, ces gouttelettes-là ne vont pas vous atteindre. C'est pour ça qu'il y a la distanciation de 1 mètre minimum, sinon plus. Sinon plus, vraiment. Oui, voilà. D'accord. Alors, j'aimerais quand même venir par rapport au port de masque. Ça, on le voit tous. Mais l'après l'usage de masque, parce que c'est un phénomène qu'on a vu également sur les réseaux sociaux, on en a même fait débat ici. Et quand on finit d'utiliser le masque, on en fait quoi? Parce qu'on a vu qu'il y a de ces femmes-là qui ramassent quand même ces masques
les relavent et les remettent quand même en circulation. Il y en a d'autres qui jettent par terre. Mais comment on doit s'y prendre après d'avoir utilisé le masque? Et combien de fois il faut utiliser le masque? Bien, c'est malheureusement des comportements à bannir, à dénoncer. Parce que les masques, comme vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, sont de plusieurs catégories. Oui. Celui que je porte, par exemple, est un masque pour le médical, le personnel médical. Mais celui qu'on voit le plus souvent, comme notre ami, malheureusement vous n'en avez pas. Je pense que la prochaine fois vous aurez, peut-être vous l'avez oublié. Celui que notre ami porte là, c'est ce qu'on appelle les masques chirurgicaux. Et ils protègent surtout pour ne pas faire sortir les gouttelettes lorsqu'on tousse ou bien lorsqu'on éternue. Ces masques protègent, comme je l'ai dit, celui qui émet, mais aussi celui qui peut recevoir. Il y a des masques réutilisables et il y a des masques non réutilisables. Les masques chirurgicaux, c'est des masques non réutilisables. C'est-à-dire, vous l'utilisez une fois, vous le prenez, vous le jetez dans la poubelle ou bien dans un endroit où les enfants ne peuvent pas avoir accès. Mais ne pas le jeter dans la rue. Ne pas le jeter dans la rue. Hier, je suivais une émission sur France 24, etc. On a montré que ça devient un problème planétaire. Ce n'est pas au Togo seulement. C'est partout dans le monde. Le comportement de l'homme est parfois comme ça. Je pense que ce problème d'utilisation et de réutilisation de masques, ou le problème de jeter les masques utilisés partout, on a même appris qu'il y en a, quand il utilise le masque, il vient le soir, il le dépose, son frère ou sa soeur prend, il met sur son nez et il ressort avec. Mais c'est très très dangereux. Oui. Ouais. Parce que vous ne savez pas, comme on l'a dit, si votre frère ou votre soeur est porteur et asymptomatique. Oui. Vous voyez, non? Nous pouvons résoudre ce problème par la sensibilisation et par l'auto et surtout aussi comment j'allais dire, l'autosurveillance et la surveillance des pairs. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui a utilisé son masque et il a jeté, vous devez lui dire, oh s'il vous plaît mon frère, s'il vous plaît ma soeur, c'est pas bien, il faut le prendre. Voilà. Très bien. Il y a aussi, une petite dernière question sur le mode de transmission. Est-ce que ce virus est transmissible de mère à enfant? Sinon, qu'en est-il du cas de ce nouveau-né-là qui est décédé dans notre pays? Bon, les recherches pour le moment n'ont pas établi une transmission formelle entre la mère et l'enfant à travers justement la grossesse. Les recherches continuent. Mais le cas de ce bébé qui est malheureusement décédé, c'est que nous pensons que la transmission a été faite de la mère à l'enfant parce que la mère étant positive, elle a dû justement transmettre à son enfant par les gestes quotidiens et par justement les gouttelettes. Ce qui a fait malheureusement. Mais il faut dire que cet enfant qui est décédé portait déjà en lui beaucoup d'autres malformations que même sans le coronavirus, il aurait peu de chances de vivre. Donc nous pensons qu'il a été plus emporté par ces malformations congénitales dont il était porteur à sa naissance que plutôt le coronavirus, même si le coronavirus est venu accentuer la situation. Accentuer la situation, nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien. Docteur, doit-on craindre, si on voit les derniers chiffres de contamination au Togo, doit-on craindre un lendemain un peu, je veux dire, pas moins zen pour la population togolaise, ou qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter donc la chaîne de propagation aujourd'hui? Est-ce qu'il doit être d'abord un lendemain pire, entre griffes, au Togo? Non, mais je pense que la situation, si vous le constatez, la situation au Togo n'est pas trop alarmante, comme on le voit dans beaucoup de pays, et surtout même dans les pays environnants. Vous voyez, non?
Mais ça ne veut pas dire que la situation est loin d'être calme. On doit continuer les mesures barrières, la mise en œuvre des mesures barrières. On doit continuer à observer tout ce qu'on nous conseille de faire. Et je pense que l'épidémie, à un moment donné, sera maîtrisée. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui quand. Vous voyez, même dans les pays du Nord, qui avaient connu cette épidémie avant nous en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore la situation calme. Donc, prenons patience, redoublons de vigilance, mettons en œuvre les mesures de barrière, et je suis sûr que, avec les résultats, même qu'on a jusqu'aujourd'hui, avec quelques cas qui sont arrivés ces derniers jours-là, je suis sûr que si nous redoublons et nous renforçons ces mesures barrières, nous arriverons d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, à avoir une accalmie. Mais il y a une alerte de l'OMS qui soutiendrait peut-être qu'on doit aussi quand même se préparer à vivre avec ce virus-là, parce que la fin ou bien l'éradication totale de ce virus n'est pas pour aujourd'hui. Je pense que justement, vous me donnez l'occasion de parler un peu de cette, de cette thématique qui amène beaucoup de commentaires. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, qui en fait est le secrétariat des États membres, je le rappelle, est d'informer, de donner l'information et de tirer l'alarme. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, ce que l'OMS dit, ça doit se passer. Non. Parce que l'OMS a le devoir de tirer l'attention des États membres pour leur dire, attention, on risque d'avoir tel phénomène. On n'a pas dit qu'il y aura absolument ce phénomène. On dit on risque. Donc il vaut mieux se préparer. Si ça arrive, tant mieux, on est préparé, on fait face, que de rester là et puis bon, ça va arriver et puis bon, on ne sait pas par quel bout commencer. Très bien. Il y a un téléspectateur qui revient sur le cas des recettes. Je veux parler du document des thérapeutes. Et il repose la question, peut-être qu'il ne nous a pas suivi, mais juste en quelques secondes revenir parce qu'il demande si ces documents sont authentiques. C'est vrai, vous l'avez déjà dit, mais le temps pour vous de le rassurer encore qu'effectivement ces recettes-là de la part des thérapeutes sont vraiment authentiques. Oui, et je pense que c'est authentique parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. Notre pays, comme les autres pays, y compris même l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît les vertus de la médecine traditionnelle. Parce que nous savons que près de 70 à 80% de nos populations se traitent avec ces plantes-là. Donc on ne peut pas négliger ça. On doit pouvoir y faire face, on doit pouvoir y considérer dans la lutte contre la maladie en général. C'est quoi le rôle concrètement de ces traitements? Est-ce qu'ils sont associés directement au traitement de ces patients ou c'est juste dans la proposition des recettes et autres? Pour le moment, la prise en charge par les médicaments, on n'a pas encore une substance venant des plantes qui a fait ses preuves qu'on peut associer. Mais c'est l'espoir que nous avons l'espoir qu'un jour on va trouver un remède dans ce sens-là. Voilà. Très bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci donc. On rappelle que nous sommes avec le docteur Pana Simawe Paul. Il est donc médecin de santé publique. Un dernier mot, docteur. Merci beaucoup, M. Adadé. C'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Le mot de fin que je voulais, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que la population panique. Il ne faudrait pas aussi que nous puissions donner foi surtout à certaines informations qui sont parfois erronées et qui nous amènent à des comportements inadéquats. Il ne faudrait pas, lorsque nous avons une information, il faut qu'on vérifie sa véracité, sa source avant de la disséminer, parce que le fait de disséminer des fausses informations, des informations erronées, amène nos compatriotes à des comportements qui ne sont pas souhaitables. Troisième chose, c'est, malgré qu'on a quelques cas qui ont augmenté ces derniers jours, nous ne devons pas nous décourager, nous devons continuer la lutte. Nous devons renforcer les mesures barrières
et pouvoir voir autour de nous aussi si tout le monde met en œuvre ces mesures barrières. Parce que la lutte est individuelle, mais également collective. Voilà. Très bien, merci donc à vous, Dr Pana Simawepol, pour cet entretien. Nous étions avec lui pour parler donc de la situation de Covid-19 au Togo, en tout commençant par ça également par les prises en charge au niveau de la sensibilisation également. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous, il est pris pour demain pour deux thèmes de débat, pas un entretien, mais un débat avec les confrères en studio. Et vous aurez quand même la question de vous prononcer sur les sujets comme ça se passe d'habitude dans cette émission. Merci à tous les chroniqueurs, merci à la rédaction, merci également à la partie technique, Victor Yovo et voilà, son assistant du jour. Quant à vous, on se retrouve demain, même chaîne. À très bientôt. Voilà, à très bientôt. Donc, merci. Merci.